On a rencontré le préfet début décembre. Donc c'était la sous-préfète, Madame Part, qu'on a rencontrée. On a donné des éléments, mais peut-être qu'on ne s'est pas suffisamment étendu. On a donné des éléments un peu en pensant qu'elle allait nous comprendre, mais je pense qu'on a mal été compris, puisqu'on est obligé de passer par un recours avec un avocat pour bien préciser justement tout ce qui s'oppose à la construction de cette usine de méthanisation, où on va avoir des silos de 15 mètres de haut dans une zone protégée. Donc on est en attente d'un refus de permis de construire, puisque après notre rendez-vous en préfecture, un permis de construire était accordé sur un bâtiment de 45 mètres carrés. La préfecture nous a expliqué, c'est que malheureusement dans la décision d'acceptation du permis de construire, ils ont été obligés de faire valoir un peu des textes de loi en fait. Si vous voulez, rien ne permettait de faire le blocage à ce moment-là. En revanche, je pense quand même qu'ils ont pris conscience des risques de cette installation placée à cet endroit-là. Seulement, ils n'ont pas forcément pu les faire prévaloir au moment du permis. On espère que ça va rentrer en ligne de compte dans l'acceptation de l'ICPE, mais ça, c'est là qu'on aura la réponse à ce moment-là. S'ils valident l'ICPE, là pour le coup, ça veut dire qu'ils n'auront pas du tout acté nos remarques. En revanche, s'ils bloquent au niveau de l'ICPE, là ça voudrait dire qu'ils ont pris conscience que l'emplacement n'est pas du tout adapté à ce type d'installation. Nous, on parle d'une usine, puisque derrière, on aura ce qu'on appelle l'ICPE, l'installation classée pour la protection de l'environnement, qui comprend des silos qui vont faire 15 mètres de haut. Donc on va imperméabiliser un sol de plus de 2 hectares dans une zone protégée, ultra protégée. Je veux dire que la majeure partie des habitants de la commune sont défavorables à ce projet. D'ailleurs, il y a eu une consultation du public qui a été faite. En fait, ils ont mis un cahier d'expression libre à disposition. Ce cahier a été rempli par 2 fois. Ils ont dû doubler le cahier tellement il y avait des retours de la part des habitants, des retours négatifs pour la plupart. Nous, on le voit au niveau du collectif. Chaque jour, on a des personnes qui souhaitent à rejoindre nos collectifs. De la même façon sur les collectifs de Chapareillan. Il y a 2 communes qui sont vraiment très très actives au niveau de la mobilisation contre cette implantation, c'est Chapareillan et Porte de Savoie. Et d'ailleurs, on a sollicité aussi les habitants avec une cagnotte participative pour nous aider à financer les frais juridiques qui sont engagés, étant donné que nous avons déposé un recours au permis de construire de façon à bloquer cette installation. Un collectif national aussi, Vigilance Méthanisation, qui a, il y a au moins 200 associations. Et qui font remonter beaucoup d'inquiétudes sur les dysfonctionnements des méthaniseurs existants, les problèmes d'odeur, de pollution de l'eau, justement de destruction de zones écologiques. Et donc on s'appuie là-dessus aussi pour dire qu'on a le droit d'avoir des inquiétudes et que si le gouvernement veut qu'on n'ait pas d'inquiétude, qu'il fasse une évaluation actuellement là où en est la méthanisation. On a posé la question à la ministre, elle n'a pas voulu nous répondre. Et le TDL n'a pas été questionné là. Ah oui. Ah non. Il n'y a rien. Voilà l'accès, vous voyez, où les camions de béton là vont passer. C'est pas mal, c'est sympa. Ouais. Derrière vous, le terrain qui se trouve derrière vous, c'est là l'implantation future de cette usine de méthanisation. Dites-nous où on est, parce qu'ici on est dans une plaine, mais quelle est la typologie de cette plaine-là, d'un point de vue juridique en tout cas? On est dans la zone, on est dans le périmètre de la zone d'émoulement des Monts-Graniers. Le Mont-Granier s'est éboulé en 248, le 24 Donc on voit novembre. derrière. Voilà, on voit derrière. Ouais. Et c'est une zone qui a reçu, si vous voulez, la partie liquide de l'émoulement du granier, la partie marneuse de l'émoulement du granier. C'est pour ça que c'est une zone humide. Et cet émoulement du granier qui a été considéré comme un des plus importants d'Europe, qui est repris dans pas mal de documents. Il y a des colloques qui ont été faits sur cette zone d'émoulement du granier. Donc c'est une zone humide qu'il faut protéger. Elle est protégée par le SCOT, qui met en avant cette zone écologique.
ce corridor biologique entre les Bauges, Chartreuse, ce qu'on disait tout à l'heure, et Beldonne. Disons que c'est une zone très importante aussi. Elle est protégée par le code de l'urbanisme, elle est protégée par le PLU. On ne peut pas faire n'importe quoi dans une zone agricole. C'est une zone agricole qui est classée AP. C'est une zone de fonctionnabilité avec la zone NP qui est une zone de Natura 2000. Et tout le secteur, l'ensemble est considéré comme une ZNIEF, zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique, donc de grande catégorie de forte valeur patrimoniale. Eh bien en fait, ce qui nous inquiète justement, c'est qu'il va y avoir 2 hectares de surface qui vont être bétonnés et sur lesquels on va venir installer les silos, les digesteurs en fait, qui vont s'élever à 15 mètres de hauteur. Alors concrètement, il va y avoir c'est quoi des silos? Il y en a 2, il y en a 3? Alors les digesteurs, ce sont les bâtiments dans lesquels on va venir stocker les déchets pour générer la production du gaz. Et ce sont des espèces de dômes avec une bâche dessus, donc il n'y a rien d'élégant ni de... Ça s'intègre très mal dans un paysage comme celui-ci. Et donc il faut imaginer à 15 mètres de hauteur, ça fait l'équivalent d'un immeuble de 6 étages au moins. Donc ils seront visibles de la route, des maisons avoisines, parce que quand même il ne faut pas le négliger. On est sur un secteur qui est assez préservé, mais il y a des habitations tout autour qui sont très proches. Notamment les plus proches sont à moins de 200 mètres et donc eux ils vont être impactés en première ligne. Mais alors justement la préfecture elle joue sur ça, c'est que la zone AP, c'est qu'elle n'est pas dans la zone Natura 2000. Oui, mais ce que je vous ai dit, c'est une zone de fonctionnabilité. C'est-à-dire si vous faites des travaux dans cette zone, vous allez interrompre, vous allez modifier complètement l'écoulement, le fonctionnement normal de cette zone. Bien sûr qu'on est en dehors du périmètre de Natura 2000, mais elle sert justement dans le fonctionnement de cette zone Natura 2000. C'est pourquoi il faut la protéger et on doit la protéger. Oui, non, juste il y a un naturaliste qui a dit des choses très intéressantes sur cette zone, qui dit que son intérêt c'est justement la juxtaposition des milieux et l'interconnexion entre ces milieux. Donc on ne peut pas prendre les choses séparément comme des Legos, c'est vraiment cet ensemble interconnecté qui a une valeur écologique. C'est un corridor biologique, c'est-à-dire qu'on a une circulation d'animaux qui se font entre les massifs des Bauges, la faune, entre le massif des Bauges, Chartreuse et Beldonne. On a construit un ouvrage sur la 90, là justement, pour permettre la liaison sur le massif des Bauges. On a une circulation d'animaux, et en même temps, c'est un secteur biologique, si tu veux, à forte valeur patrimoniale, au niveau des espèces faunistiques et floristiques, les deux. Alors, on n'est pas contre le principe de la méthanisation, mais il y a quand même un discours, si vous voulez, qui est très orienté par Gaz de France, etc., sur un gaz renouvelable, sur une énergie décarbonée, alors que le méthane CH4, c'est quand même du carbone. On parle même d'énergie verte. On parle d'énergie verte. Donc il y a quand même un discours qui est un petit peu simpliste et un petit peu faux. D'ailleurs, il y a eu une déclaration très récente de Madame Delmas, comment s'appelle Madame Delmas, qui est spécialiste du GIEC, qui dit qu'il y a tout un discours très très orienté et contestable autour de cette différence entre le méthane biogénique et le méthane fossile. Donc il y a des scientifiques qui contestent du moins certaines formes de méthanisation. On n'est pas dans des approches un peu trop sectaires, mais il y a vraiment des choses à différencier. Et il y a un débat, même scientifique, sur ce sujet-là. Et ici, ce qu'on peut dire, c'est que sur le plan agricole, ce méthaniseur va être alimenté par 80% de production spécifique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les CIV, les cultures intégrées intermédiaires pour la production énergétique. Voilà. Et donc il y a seulement 20% de déchets. Alors que l'avantage qu'on explique pour la méthanisation, c'est de collecter. C'est de recycler les déchets, ce qui est très intéressant effectivement. En fait, si vous voulez, ce qui nous interpelle aussi un petit peu, c'est que la méthanisation a été déviée de son sens premier. C'est-à-dire qu'au départ, les méthaniseurs étaient adossés par exemple à la ferme pour retraiter les déchets, les lisiers, etc. Et on fabriquait du gaz. Donc là, il y avait vraiment une logique de retraitement du déchet. Aujourd'hui, dans ce type d'installation, on est dans une démarche totalement inverse, c'est-à-dire qu'on crée du déchet pour fabriquer du gaz. Donc du coup, c'est là que c'est un petit peu plus discutable et un peu plus inquiétant. Il y a une volonté de développer la méthanisation avec un très gros lobbying de l'industrie du gaz, notamment GRDF, qui a par exemple dépensé plus de 500 000 € par exemple, je crois que c'est en 2018 ou 2019, pour promouvoir cette énergie verte, énergie décarbonée, etc., en la présentant sous un jour un petit peu idyllique qui n'est pas la réalité. Mais en même temps, il y a une nécessité de produire du gaz d'une façon autonome sur des territoires locaux.
Oui, il y a une nécessité, mais c'est pas une raison. Alors, si cette nécessité est là, il faut faire un bilan carbone. Et ce bilan carbone, il n'est pas obligatoire. Donc c'est ce qu'on demande. Par exemple, le stockage de carbone dans les sols, c'est un élément essentiel de la lutte contre le réchauffement climatique. Et il y a des scientifiques qui disent que la méthanisation compromet ce stockage de carbone dans les sols, dans la mesure où elle détruit une partie du carbone qui est utile à la vie des sols. Donc si on veut promouvoir la méthanisation, il faut déjà faire les choses dans l'ordre et vraiment avancer scientifiquement sur quelle méthanisation permet de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et aussi de favoriser la transition agricole. Une zone où on a creusé des fossés. Des fossés qui ont été creusés pour assainir, parce qu'on retrouve sur les anciennes cartes, c'est un lac. On l'appelait le lac des Cordioles. Là, on est sur un lac. Voilà, on est sur un lac. C'était l'ancien lac des Cordioles qui a été assaini par l'homme, qui a fait des fossés, qui a creusé des fossés en cas de pluie pour stocker l'eau, pour pouvoir exploiter les terrains. Et on a pris des photos dernièrement, Oui. on a montré que c'était complètement inondé. Les fossés étaient pleins d'eau, la dernière pluie qu'il a faite, les chemins étaient inaccessibles, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas parlé des chemins, mais dans un secteur où on ne peut pas accéder aujourd'hui. On sort en angle droit sur la 90, sur la 1090, qui est une route accidentogène. On sort avec des problèmes de sécurité très importants et aujourd'hui on ne peut pas accepter une sortie. On n'a pas de voirie où on peut croiser. On n'est pas en conformité avec la sécurité incendie. On n'est pas en conformité avec les réseaux de gaz et d'électricité et d'eau aussi, d'alimentation en eau. Il y a tout un contexte derrière qu'il faut mettre à jour. Aujourd'hui, le TTL n'a jamais été questionné sur une sortie sur la 90. C'est les services départementaux. Hein. Les services départementaux, ouais, TTL, c'est Territoire de Développement Local, c'est l'ancienne DDO. Donc ils n'ont jamais été questionnés. Ils ont refusé des sorties aujourd'hui sur des habitations sur la 90. Donc je ne vois pas comment on va autoriser aujourd'hui des sorties sur la 90. L'éboulement du granier a donné lieu à ce qu'on appelle un plan synclinal. C'est-à-dire qu'on a un plan qui permet un écoulement des eaux, qui fait un écoulement des eaux depuis les Marches, si vous voulez, depuis le village des Marches, depuis Mian même, puisqu'on a toutes les eaux de l'Isère qui descendent dans ce sens-là, qui vont se jeter dans le Glandon et qui va rejoindre l'Isère en un écoulement. Et quand si on s'amuse à construire dans ce secteur-là, on va interrompre cette chaîne d'écoulement normal des eaux, et en même temps on va polluer le Glandon, va polluer l'Isère, automatiquement. S'il y a une pollution, en tout cas, c'est ça que vous disiez, hein, elle va se déverser... automatiquement, de par la pente naturelle du terrain, qui fait que toutes les eaux vont en direction de l'Isère. Au mois de décembre, on a eu un petit exemple, il y a eu une période avec des fortes pluies et en fait on s'est rendu compte que la zone était totalement inondée, les chemins sont devenus des torrents qui se déversaient dans le Glandon directement. Donc imaginez une zone construite bétonnée de 2 hectares, la pollution elle va être déversée directement dans les canaux et directement dans le Glandon et les autres ruisseaux dans lesquels ils se déversent. Et dans les installations, les usines de méthanisation, la pollution des eaux ressort souvent. Oui. C'est souvent là que la pollution se déverse dans un premier temps. Il y a la pollution de l'air, mais surtout des eaux. Donc là, c'est quoi l'échéance qui est devant vous? On attend dans la semaine qui vient la décision sur autorisation ou interdiction en tant qu'installation ICPE. Installation classée pour la protection de l'environnement. Et c'est quoi les recours en cas d'autorisation? Après, on peut faire aussi un recours contre cette autorisation, comme on a fait un recours contre le permis de construire. Merci beaucoup. Merci à vous.